Si la RDC est envahie par un voisin, qu'attend donc la communauté internationale pour avoir la même réaction militaire que dans le cas de l'Ukraine? Qu'attendent donc les grandes nations pour déployer une action militaire proportionnelle au drame causé par cette situation? Il ne faut pas rêver non plus, les intérêts ne sont pas exactement les mêmes. Mais j'ai la faiblesse de penser que ces grandes nations se trompent, à moins qu'elles fassent un calcul beaucoup plus vicieux, celle d'une RDC instable. Mais elle est plutôt une solution à regarder de très près. Ce qui se passe dans l'Est de la RDC doit être connu du grand public. Ne pas l'expliquer, le silence serait complice de ce crime de non-assistance à peuple en danger. Mais c'est à la jeunesse africaine en général qu'il faut prendre le temps d'expliquer cette incongruité, cette injustice, et la laisser découvrir ce qu'elle gagne à mettre un terme à ce conflit qui enrichit les grandes firmes et les grandes puissances au détriment de tout le continent. Lorsque c'est dit ainsi, beaucoup crient tout de suite au populisme, le mot à la mode. Mais la réalité est largement au-dessus de ce que l'on peut imaginer, largement au-dessus des fantasmes des uns et des autres, quelle que soit leur opinion. Et si on parlait franchement en ce qui concerne la guerre dans l'Est de la RDC, qui a intérêt à ce que ce pays soit en paix? À qui bénéficie vraiment la paix dans ce vaste territoire doté de toutes les richesses nécessaires pour la transition écologique? Lorsque l'on parle de la RDC, on a le sentiment qu'il s'agit d'un conflit comme les autres. Non. Ce qui se joue ici est vital pour le continent tout entier. C'est pour cela qu'il est absolument urgent de comprendre les enjeux de cet interminable conflit dans cette région où le noir est encore réduit en esclavage, même par ceux qui n'étaient pas des colons au moment où ce vaste territoire était tenu par le roi Léopold II de Belgique. Pourquoi ce pays fait-il l'objet de tant de convoitises, notamment sa partie Est? Ce conflit dans l'Est de la RDC concerne tous les Africains. Sa fin marquera un tournant décisif dans le développement et la libération économique de l'Afrique du Caire au Cap. Tenez, nous sommes désormais 8 milliards sur la planète. Et le principal objet de communication que nous utilisons tous est ce précieux objet, le téléphone portable. Jusque dans les villages les plus reculés, même des pays les plus pauvres, les mamans, les papas, les enfants en possèdent un. On commerce même désormais dans nos villages grâce à lui. On vend 130 millions de smartphones par mois, soit 1,5 milliard par an dans le monde. Un commerce qui a généré en 2020 pas moins de 409 milliards de dollars. Pour qu'il fonctionne bien, pour que sa batterie ne chauffe pas et vous explose dans les bras, il faut absolument ceci. C'est du coltan. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi ceci, le cobalt. Le principal endroit du monde où est tiré ce précieux minerai, sans lequel le téléphone ne serait pas viable, c'est ici dans ce pays. La RDC à elle seule possède 80% des réserves mondiales, rien que dans cette région de l'Est du pays, le Sud et le Nord Kivu essentiellement. Sans lui donc, pas de téléphone portable. Tout le monde sait que le coltan, la capitale du coltan, c'est Walikale. Tout le monde sait que ce coltan prend la direction des industries en Occident pour soit les avions, soit des téléphones portables. Imaginez juste un instant, rêvons juste un instant, que sur chaque téléphone portable, la RDC tire juste 10 dollars. Cela ferait 1,3 milliard de dollars par mois, soit plus de 15,5 milliards de dollars par an, rien que pour le coltan utilisé pour les smartphones. Je ne parle même pas des autres outils numériques, oui, les fusées, les avions qui utilisent le coltan, c'est-à-dire plus du budget de 2021 de la RDC, qui pourtant depuis 2 ans a quadruplé. Oui, vous avez bien entendu. Figurez-vous qu'aucun des fabricants de ces téléphones n'achète directement sa matière première, son coltan ou son cobalt, à l'État congolais. Alors qu'elle possède 80% des réserves mondiales. La RDC n'exporte officiellement que pour un peu plus de 80 millions de dollars de coltan, c'est-à-dire moins de 3% de ce qu'elle aurait pu toucher rien que sur les quantités générées par le seul smartphone. En 2000, une pénurie mondiale et une hausse des prix du tantal tiré du coltan auraient empêché la fabrication de la PlayStation 2 de Sony en quantité suffisante. Ce coltan dont on tire le tantal, qui est également utilisé pour le super alliage en conditions sévères dans les missiles, les fusées et les avions du fait de sa résistance à la chaleur comme à la corrosion, est un minerai stratégique. Regardez dans quelles conditions ce minerai qui nous donne nos appareils électroniques est encore exploité, au pic et à la pelle, comme au Moyen-Âge. Rien, absolument rien n'est mécanisé. Les hommes creusent d'abord dans la paroi rocheuse.
En dessous, ils peuvent trouver ces cailloux de coltan qu'ils cassent à coups de massue. Voilà une manne stratégique qui, encore une fois, échappe à la fois aux Congolais, mais également aux Africains en général, qui sont spectateurs des richesses de leur sous-sol. Ils sont juste consommateurs de produits finis qu'ils rachètent à prix d'or. Ce n'est pas tout. La RDC, c'est vraiment la cour des miracles. Regardez ce qui désormais est considéré comme la voiture du futur, la Tesla, dont le fondateur Elon Musk est certainement l'homme le plus fortuné du monde du moment. Le propriétaire de Twitter. Pour fabriquer ce bijou de technologie à laquelle moi-même j'ai succombé, il faut encore ce précieux minerai, le cobalt. Le cobalt est un métal particulièrement sollicité par les technologies vertes mobilisées par la transition énergétique. 80% du cobalt est consommé pour fabriquer des batteries lithium-ion. En plus, la qualité du cobalt congolais est la seule capable de répondre directement aux spécificités techniques des produits électroniques de pointe. Dès lors, l'on peut spéculer sur le fait qu'à ce jour, la RDC est le seul producteur du cobalt qui se retrouve dans toutes les batteries et les smartphones du monde. La RDC est encore une fois la première réserve de cobalt au monde. Toutes ces voitures électriques qui circulent dans le monde et qui sont devenues, selon les experts, l'une des solutions à la protection de l'environnement, ont besoin de ce cobalt et de ce coltan. Quand on parle aujourd'hui de la voiture électrique en 2030, mais on pense à quoi d'après vous? On passe au lithium du Congo. Regardez le contraste entre le mineur qui creuse ce minerai sur lequel le monde entier compte pour sa transition écologique, ce minerai qui fabrique ces belles voitures et ceux qui les possèdent, ceux qui en bénéficient. Savez-vous que pendant que la planète entière s'emploie à dompter cette richesse minière, la RDC, elle, n'en tire qu'une centaine de millions de dollars par an, une goutte d'eau dans la chaîne de valeur. Savez-vous que la Tesla, par exemple, n'achète pas de coltan ou de cobalt à la RDC, ceci malgré les appels du pied du gouvernement pour la séduire. Savez-vous qu'aucun de ces constructeurs, tant de voitures électriques que de ces objets du quotidien dont nous avons besoin, n'achète directement sa matière première à l'État congolais? Tout ceci est sous-traité avec des intermédiaires asiatiques, libanais et autres qui ont souvent réduit les Congolais dans leur pays à l'esclavage, notamment les Chinois dans le cobalt qui traitent avec les bandes armées. Ces bandits qui sèment le chaos et la mort, qui sont équipés entre autres par le Rwanda et l'Ouganda, mais également par ces mercenaires du minerai. Nous sommes quand même malheureux de constater que nous ayons tout cela et nous nous posons la question de savoir chaque fois que devons-nous faire pour que tout le monde comprenne qu'il vaut mieux traiter avec nous directement dans un esprit gagnant-gagnant puisque nous n'avons jamais fermé la porte à personne et que les populations congolaises sont fatiguées de pleurer leur mort chaque jour. Je pense qu'il est impossible ici de faire l'inventaire de toutes les richesses dont regorge le sous-sol de RDC. Du diamant en passant par l'or, le cuivre dont elle est encore la principale source et autres métaux précieux, le lithium, le nickel, les terres rares. Bref, il faudrait des jours entiers pour en faire l'inventaire. Mais le constat est le même. Ces richesses ne profitent pas à la population. Nous avons une population qui vit dans la pauvreté pour la plus grande partie, et ce serait injuste, et elle ne comprendrait pas que nous ne puissions pas utiliser ces ressources pour son bien-être, parce qu'elles sont là pour ça. Un riche pays de pauvres. Ici, les riches minerais bénéficient plutôt aux groupes internationaux, aux trafiquants de tout poil, dont j'ai déjà largement parlé dans une autre chronique sur cette chaîne YouTube. Entre 2010 et 2014, les entreprises minières et pétrolières ont mobilisé des revenus de l'ordre de 48,5 milliards de dollars, alors que le pays n'en a tiré que 6,9 milliards de revenus. Nous, les Africains, nous devons cesser de pleurer comme des petits enfants, alors que nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions démarrer. C'est vrai, dénoncer c'est important. Cela permet de mettre le doigt sur des injustices, des violences, mais agir contre elles, c'est encore mieux. Une fois que le constat est fait, que le diagnostic est établi, la jeunesse mieux outillée doit prendre les choses en main, doit changer la donne. Le game change, comme ils disent. Tout Africain doit regarder la RDC comme une opportunité, comme le pays solution. Au cours des 2 derniers siècles, les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OPEP ont géré le monde en contrôlant près de 30% du pétrole mondial. Les pays du Golfe ont fait bénéficier à leur population des dividendes indirects des ressources de leur sol. Elles ont fait de leur population les plus riches du globe. On les envie. Les grandes nations les respectent.
Elles dictent leurs lois dans les grandes décisions du monde. Elles font l'objet d'un réel respect, d'une cour assidue des grandes puissances. Il suffit de regarder comment les dirigeants des grandes nations se bousculent à leurs portes. En cette période de crise énergétique, ils contrôlent le monde. Il vaut mieux ne pas se fâcher avec eux. Le Qatar vient d'ailleurs d'en faire la démonstration en faisant taire ses détracteurs et en organisant l'une des plus belles coupes du monde de football. Pourtant, de ce côté-là, nos pays ont encore une fois échoué. Ils ont loupé le coche puisque les nations qui avaient eu le privilège d'avoir dans leur sous-sol du pétrole ont pour la plupart sombré dans le chaos, comme l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Nigeria et j'en passe. On en est même arrivé à parler de la malédiction de l'or noir, une malédiction qui, curieusement, ne frappe que les pays du sud du Sahara. On va essayer de tourner le dos à ce triste épisode et regarder résolument vers l'avant. D'abord, nous sommes le centre de l'Afrique, le cœur de l'Afrique. Nous faisons le lien entre le sud, le nord, l'est et l'ouest. C'est une position on ne peut plus stratégique, une position capitale en Afrique, car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Vous savez, ce pays a depuis toujours été un frein au développement de la région, une sorte de base arrière à partir de laquelle il est possible de déstabiliser tous les pays voisins. La santé de notre vieille terre dépérit et les enjeux climatiques deviennent cruciaux pour sa survie. La transition énergétique devient le centre de toutes les politiques. Au moment où le monde entier est entré dans cette nouvelle religion, cette nouvelle doctrine, avec comme mot d'ordre la protection de l'environnement, c'est l'instant pour les Africains de prendre la main, puisque l'essentiel des outils nécessaires à cette transition écologique sont en Afrique. Sans l'Afrique, cette transition écologique ne se fera pas. Et avec son immense potentiel, la RDC est le pays de locomotive, le pays solution. Ce qui explique le soudain intérêt, la subite mansuétude des grandes puissances pour elle. Si Washington, Londres, Berlin, Pékin, Moscou ou Paris manifestent d'un coup un attachement, un intérêt pour les victimes des exactions des groupes armés en RDC, c'est bien parce qu'elle a bien compris qu'il vaut mieux être bien positionné dans ce pays. C'est que toutes ces puissances ont compris qu'il faut arrêter de dealer avec des sous-traitants, avec des trafiquants, pour traiter directement avec le propriétaire. La solution de la sous-traitance, avec les risques et les drames qu'elle suscite, n'a pas d'avenir. Il vaut mieux donc s'entendre avec les dirigeants de la RDC. C'était devenu tellement clair que la communauté internationale, dans sa majorité, n'avait plus d'autre choix que de soutenir la RDC. La RDC est très convoitée. Les clivages entre la Chine, la Russie et les États-Unis, c'est des choses